Personne n'a remarqué la femme de ménage nettoyant le coin de la pièce, jusqu'à ce qu'elle s'arrête, se penche à l'oreille du PDG et murmure « Ne signez pas ce contrat, c'est un piège. » En 20 secondes, elle a sauvé des milliards et changé de poste. Personne n'a remarqué la femme de ménage qui nettoyait le coin de la salle, jusqu'à ce qu'elle s'arrête, se penche à l'oreille du PDG et murmure « Ne signez pas ce contrat, c'est un piège. » En 20 secondes, elle a sauvé des milliards et changé de poste. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le tintement des coupes de champagne résonnait dans le luxueux bureau de l'avenue de la République. À travers les immenses baies vitrées, l'horizon de Paris s'étendait majestueusement, avec ses gratte-ciels découpant le ciel orangé du crépuscule. Marcel Thibault, à 52 ans, observait la scène avec un sourire contenu. Ses yeux sombres reflétaient la satisfaction de celui qui a atteint le sommet après toute une vie de travail acharné. Fils de petit commerçant de Bourgogne, Marcel avait transformé une modeste quincaillerie en un empire. Les entreprises Thibault étaient aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de construction du pays, avec des projets répartis du nord au sud de la France. Et maintenant, enfin, il était sur le point de concrétiser son plus grand rêve, la fusion avec la société portugaise Olivier Fils, qui lui ouvrirait les portes du marché international. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il levant son verre, « nous sommes à un pas de faire l'histoire du marché immobilier français. » Dans l'élégante salle de réunion, une vingtaine de personnes le regardaient avec admiration. Parmi elles, Gustave Mercier, son meilleur ami depuis l'époque de l'école d'ingénieur et actuel directeur financier de l'entreprise. Gustave souriait, mais quelque chose dans son regard semblait distant, perdu dans des pensées que Marcel ne parvenait pas à déchiffrer. « Demain, lorsque nous signerons cet accord avec nos partenaires portugais, poursuivit Marcel, nous ne ferons pas qu'étendre nos activités, nous porterons le talent français dans le monde entier. » Tout le monde applaudit avec enthousiasme. La fusion représentait un investissement de plusieurs milliards et des années de négociations. Les avocats avaient passé les derniers mois à ajuster chaque détail du contrat qui serait signé le lendemain matin. Pendant que la célébration se poursuivait, Madame Irène, une dame d'une soixantaine d'années qui travaillait au nettoyage de l'immeuble depuis plus de 2 décennies, entra discrètement dans la salle, poussant son chariot de produits. Son uniforme bleu clair contrastait avec la mer de costume sombre. Normalement, elle aurait attendu la fin de la journée pour faire le ménage, mais quelque chose l'avait fait changer sa routine ce jour-là. « Excusez-moi, monsieur Thibault » murmura-t-elle, s'approchant furtivement de l'homme d'affaires lorsqu'il s'éloigna un peu du groupe. « Je dois vous parler, c'est urgent. » Marcel fronça les sourcils, surpris par l'interruption. Il connaissait Madame Irène de vue, la saluait toujours dans les couloirs, mais il n'avait jamais échangé plus que quelques mots polis. « Cela peut-il attendre, Madame Irène? Nous sommes en pleine célébration importante. »« Non, cela ne peut pas attendre, Monsieur Thibault, » insista-t-elle avec une fermeté qui le surprit. « C'est à propos de la fusion. Vous ne devez pas signer ces papiers demain. » Ces mots frappèrent Marcel comme un coup de poing dans l'estomac. Comment une simple femme de ménage pouvait-elle savoir quelque chose sur la fusion, un sujet traité avec la plus absolue confidentialité? « De quoi parlez-vous » demanda-t-il, baissant la voix et s'éloignant encore plus du groupe. « Je ne peux pas parler ici, » répondit-elle, regardant nerveusement autour d'elle. « Retrouvez-moi dans une demi-heure au café du coin. Venez seul. S'il vous plaît, monsieur Thibault, c'est pour votre sécurité. » Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Madame Irène s'éloigna, continuant son travail comme si rien ne s'était passé. Marcel retourna vers le groupe, essayant de dissimuler son trouble. Gustave s'approcha, posant sa main sur son épaule. « Tout va bien, Marcel. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Tout va très bien, » mentit-il, forçant un sourire. « Juste un petit problème de logistique pour demain, rien d'important. » Malgré ses efforts, il ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Madame Irène. Plus il essayait de les ignorer, plus elles résonnaient dans son esprit. Et si elle savait vraiment quelque chose? Et s'il y avait un problème avec la fusion qu'il ignorait? 20 minutes plus tard, Marcel inventa une excuse et quitta la célébration.
Il descendit par l'ascenseur privé jusqu'au parking où son chauffeur l'attendait près de la berline noire. « Vous pouvez rentrer, Jules. Je vais faire une promenade pour me changer les idées. Je rentrerai en taxi plus tard. » Le chauffeur hésita mais finit par acquiescer. Dès que la voiture partit, Marcel marcha rapidement vers le café mentionné par Madame Irène. C'était un endroit simple, fréquenté principalement par des travailleurs du commerce local, où un homme d'affaires de son calibre mettrait rarement les pieds. Madame Irène l'attendait déjà à une table au fond, sans l'uniforme de l'entreprise, vêtue de vêtements ordinaires qui la faisaient se fondre parmi les autres clients. De près, hors du contexte du travail, elle semblait une personne complètement différente. Ses yeux étaient vifs et intelligents, et sa posture n'était pas celle d'une simple femme de ménage. « Merci d'être venu, monsieur Thibault, » dit-elle quand il s'assit. « Je sais que tout cela doit vous paraître très étrange. Vous avez 1 minute pour m'expliquer ce qui se passe avant que je ne quitte cet endroit, » répondit-il, encore méfiant. Madame Irène regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les observait, puis se pencha en avant. « Mon vrai nom est Irène Valois. Je suis détective privé. Je travaille sous couverture depuis 3 mois dans votre entreprise. » Marcel faillit s'étouffer avec le café qu'il venait de commander. « Détective? Engagé par qui? »« Par quelqu'un qui se soucie beaucoup de vous, » répondit-elle, énigmatique. « J'ai découvert des informations qui mettent en péril non seulement la fusion, mais tout votre patrimoine. Des personnes proches de vous ne sont pas celles que vous pensez. » « Quelles personnes? De quoi parlez-vous? » « De votre ami Gustave Mercier et de Gabrielle Pradel. » Le nom de Gabrielle fit glacer le sang de Marcel. Elle avait été sa maîtresse pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il rompe 6 mois auparavant, quand elle décida d'accepter un emploi en Europe. Du moins, c'est ce qu'elle avait dit. Qu'a à voir Gabrielle avec tout cela? Elle n'est même plus dans le pays. Elle est revenue, monsieur Thibault, et elle travaille avec les Portugais. Ce que vous ne savez pas, c'est que Gustave et Gabrielle se rencontrent secrètement depuis des semaines. Ils manipulent les termes de la fusion pour vous nuire. Marcel eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Gustave était comme un frère pour lui. Ils avaient construit l'entreprise ensemble, affronté des crises, célébré des victoires. Et Gabrielle, malgré leur rupture, il éprouvait encore des sentiments pour elle. C'est absurde. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? J'en ai, répondit Irène, sortant une clé USB de son sac. Voici des emails, des enregistrements de conversations, des documents modifiés. Mais le plus important n'est pas là. J'ai besoin de votre aide pour obtenir le reste des preuves. Marcel prit la clé USB, sentant le poids de ce petit objet dans sa main. Si ce qu'Irène disait était vrai, toute sa vie était sur le point de s'effondrer. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que j'aurais pu vendre ces informations à vos concurrents, mais je suis ici, prenant des risques pour vous avertir. Et parce que, au fond, vous avez déjà dû remarquer que quelque chose n'allait pas. Des personnes comme vous n'arrivent pas où elles sont sans avoir de bons instincts. Marcel devait admettre que ces dernières semaines, il avait remarqué des changements dans le comportement de Gustave. Des réunions annulées à la dernière minute, des appels téléphoniques mystérieux, une réticence à partager certaines données financières. Que suggérez-vous que je fasse? Ne signez rien demain. Demandez du temps pour revoir les documents et laissez-moi poursuivre mon enquête. En 1 semaine, je peux avoir toutes les preuves dont nous avons besoin. Marcel regarda par la fenêtre du café, observant l'agitation de la ville qui ne s'arrête jamais. Son esprit était en ébullition, rempli de doutes et d'incertitudes. Ferait-il confiance à cet inconnu? Confronterait-il Gustave? Appellerait-il Gabrielle? 1 semaine, accepta-t-il finalement. Vous avez 1 semaine pour m'apporter des preuves concrètes. En attendant, je vais reporter la signature en inventant une excuse. Irène acquiesça, visiblement soulagée. Soyez prudent, monsieur Thibault. Ne parlez à personne de notre conversation. Surtout pas à Gustave. En quittant le café, Marcel sentait le poids du monde sur ses épaules. La ville autour de lui continuait sa routine frénétique, indifférente au drame qui se déroulait dans sa vie. Les lumières de Paris commençaient à s'allumer, points brillants dans l'obscurité grandissante, comme les doutes qui scintillaient maintenant dans son esprit. La nuit fut longue pour Marcel. Dans son appartement avec terrasse à Neuilly-sur-Seine, il se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Les paroles d'Irène Valois résonnaient dans son esprit, le perturbant comme des vagues persistantes qui se brisent contre des rochers. Vers 4 heures du matin, il abandonna l'idée de dormir et se leva. Marchant pieds nus dans le vaste salon,
Avec la ville encore endormie visible à travers les fenêtres panoramiques, il connecta la clé USB à son ordinateur portable. Les informations contenues étaient troublantes, mais non concluantes. Des emails échangés entre Gustave et des représentants d'Olivier & Fils, avec des copies cachées à une adresse que Marcel soupçonnait appartenir à Gabriel. Des incohérences dans les rapports financiers, des documents avec des clauses modifiées. Rien qui ne prouve définitivement une conspiration, mais suffisant pour semer le doute. Quand le soleil commença à poindre à l'horizon, Marcel avait déjà pris sa décision. Il appela son avocat, Richard Nevers. « Richard, j'ai besoin que vous trouviez une incohérence juridique dans les documents de la fusion. N'importe quoi qui justifierait un report. Une incohérence ? Marcel, nous avons révisé ces documents des dizaines de fois. Ils sont parfaits. Inventez quelque chose, insista Marcel, conscient de l'étrangeté de sa demande. Dites que nous avons besoin de plus de temps pour évaluer les implications fiscales, je ne sais pas. L'important est de reporter la signature d'au moins une semaine. 2 heures plus tard, Marcel entrait dans son bureau comme si de rien n'était. Il salua les employés avec sa bonne humeur habituelle, mais ses yeux examinaient chaque détail, chaque réaction, comme s'il voyait tout pour la première fois. Qui d'autre pourrait être impliqué? À qui pouvait-il faire confiance? Dans la salle de réunion, les dirigeants d'Olivier & Fils attendaient déjà, ainsi que Gustave et d'autres directeurs des entreprises Thibault. Antoine Olivier, patriarche de l'entreprise portugaise, se leva pour le saluer. « Bonjour Marcel, le grand jour est arrivé. Nous sommes impatients de formaliser notre partenariat. » Marcel sourit, serrant la main du Portugais. « Bonjour Antoine. Malheureusement, nous avons un petit contretemps. Mon avocat a identifié quelques questions fiscales que nous devons clarifier avant la signature. » L'expression d'Antoine se durcit. « Des questions fiscales? Quelles questions ?» Richard intervint, présentant des arguments techniques que Marcel savait être fabriqués. Pendant que la discussion se déroulait, il observait attentivement Gustave, qui semblait sincèrement surpris et contrarié par le report. « Marcel, c'est absurde !» protesta Gustave lorsqu'ils se retrouvèrent seuls après la réunion. « Les Portugais pourraient renoncer à l'affaire. Des années de travail jetées aux orties à cause d'une technicité qui pourrait être résolue plus tard. Je préfère être prudent, Gustave. Une affaire de cette taille exige de la prudence. » « De la prudence ou de la paranoïa ?» rétorqua Gustave avec une irritation inhabituelle. « Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis hier, tu agis étrangement. »« Je fais simplement mon travail, » répondit Marcel, étudiant la réaction de son ami. « À propos, as-tu parlé à Gabriel récemment ?» La question prit Gustave au dépourvu. Pendant un bref instant, ses yeux révélèrent de l'alarme, rapidement remplacée par une expression neutre. « Gabriel? Non, pourquoi le ferais-je? Elle est en Europe, n'est-ce pas? » « J'étais juste curieux, » répondit Marcel avec désinvolture. « J'ai eu l'impression de l'avoir vue en ville hier. »« Ça devait être quelqu'un d'autre, » dit Gustave, consultant sa montre. « Je dois y aller, j'ai une réunion avec le département financier. Essaie de ne pas inventer plus de problèmes d'ici là, d'accord ?» Marcel observa son ami partir, remarquant la raideur de ses épaules. La graine du doute commençait à germer. Durant le reste de la journée, Marcel agit comme si tout était normal, mais il entama secrètement sa propre enquête. Il demanda au département informatique de récupérer tous les emails échangés entre Gustave et Olivier & Fils au cours des 3 derniers mois, prétextant la nécessité de revoir les négociations. Il demanda également un rapport détaillé des voyages de Gustave pendant la même période. En fin d'après-midi, quand la plupart des employés avaient déjà quitté le bureau, Marcel retrouva à nouveau Irène dans le même café que la veille. « Comment ça s'est passé au bureau aujourd'hui ?» demanda-t-elle, après avoir commandé un café pour chacun. « Nous avons reporté la signature, comme convenu. Gustave semblait contrarié, mais cela ne prouve rien. Il a tout à fait le droit d'être anxieux de conclure l'affaire. Je comprends votre réticence à croire, monsieur Thibault. 20 ans d'amitié ne se jettent pas aux orties à cause de soupçons, mais vous devez comprendre la gravité de la situation. Si vous signez ce contrat tel qu'il est, vous perdrez le contrôle de l'entreprise en moins d'1 an. » « Comment ça ? » « Il y a des clauses cachées dans les annexes du contrat, des termes qui permettent à Olivier & Fils de prendre le contrôle majoritaire si certains objectifs ne sont pas atteints. Et devinez quoi? Ces objectifs ont été définis de manière à ce qu'il soit impossible de les atteindre. » Marcel sentit son sang bouillir. « Comment savez-vous cela? »« J'ai mes méthodes, » répondit Irène, énigmatique. « L'important est que nous avons besoin de plus de preuves.
Nous devons découvrir quand Gabriel est revenu en France et quelle est exactement son implication avec les Portugais. Et surtout, nous devons comprendre pourquoi Gustave fait cela. De l'argent, du chantage? Il manque des pièces à ce puzzle. Et comment ferons-nous cela? Demain, c'est l'anniversaire de votre neveu, n'est-ce pas? Dans votre domaine à Fontainebleau. Marcel haussa les sourcils, surpris qu'elle sache des événements de sa vie personnelle. Comment savez-vous cela? Monsieur Thibault, je suis détective depuis 20 ans. Mon travail est de savoir des choses. L'important est que Gustave y sera, n'est-ce pas? Ce sera l'occasion de l'observer dans un environnement plus détendu, peut-être de découvrir quelque chose. Oui, il y sera. Il est le parrain de mon neveu Lucas. Parfait, j'y serai aussi. J'ai obtenu un travail temporaire pour servir les invités. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu auparavant, compris? Marcel acquiesça, toujours mal à l'aise à l'idée d'espionner son meilleur ami. Mais à chaque heure qui passait, les preuves contre Gustave semblaient s'accumuler. De retour au bureau, Marcel trouva sur son bureau le rapport qu'il avait demandé au département informatique. En feuilletant les pages, il découvrit quelque chose d'intriguant. 3 semaines auparavant, Gustave s'était rendu à Lisbonne, soi-disant pour des réunions avec Olivier & Fils. Mais l'hôtel réservé par l'entreprise se trouvait à plus de 100 km de la capitale portugaise, dans une petite ville côtière. Pourquoi Gustave séjournerait-il si loin du lieu des réunions? Plus curieux encore était l'enregistrement d'un appel international reçu par Gustave 2 jours avant le voyage. Le numéro avait l'indicatif de la France, pas du Portugal. Marcel nota le numéro et, utilisant son téléphone personnel, tenta d'identifier le propriétaire via une application de recherche. Le résultat fit accélérer son cœur. Le numéro était enregistré au nom de Gabriel Pradel. À ce moment, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô? Marcel? C'est Gabriel. » La voix qu'il n'avait pas entendue depuis des mois semblait aussi familière que s'il s'était parlé la veille. Marcel ressentit un tourbillon d'émotions, colère, confusion et même contre sa volonté, cette pointe d'affection qui n'avait jamais complètement disparu. « Gabriel, quelle surprise! Je pensais que tu étais en Europe. Je suis revenu il y a quelques semaines. Nous devons parler, Marcel, c'est important. De quoi? De la façon dont tu as rencontré secrètement Gustave dans mon dos. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. « Alors tu sais déjà, dit-elle finalement, mais tu ne sais pas tout. S'il te plaît, retrouve-moi demain avant la fête de ton neveu. Il y a un restaurant sur la route de Fontainebleau, le refuge du Val. J'y serai à midi. Pourquoi devrais-je? Parce que si tu ne viens pas, tu signeras ce contrat et tu perdras tout ce pourquoi tu as travaillé. Et parce que, malgré tout, je sais que tu te soucies encore assez de moi pour écouter ma version de l'histoire. » Avant que Marcel ne puisse répondre, elle raccrocha. Il resta à regarder le téléphone, partagé entre la méfiance et la curiosité. Devrait-il la rencontrer? Serait-ce un piège? Ou Gabrielle pourrait-elle avoir des informations cruciales sur ce qui se passait? La nuit tombait sur Paris, les lumières de la ville commençaient à s'allumer, se reflétant dans le verre de son bureau comme des étoiles artificielles. Quelque part là-bas, Gustave, Gabrielle et peut-être d'autres conspiraient contre lui. Des personnes en qui il avait confiance. Des personnes qu'il aimait. Le sentiment de trahison était comme une blessure ouverte, pulsante et douloureuse. Marcel rangea le rapport dans son dossier, déterminé à aller au fond de cette histoire, peu importe à quel point la vérité pourrait être douloureuse. Le refuge du Val se trouvait dans un détour de l'autoroute A6, entouré d'une végétation luxuriante qui contrastait avec l'asphalte et le béton de Paris. C'était un restaurant rustique, connu pour sa cuisine maison et son ambiance tranquille, fréquenté principalement par des voyageurs et des habitants des villes voisines. Marcel arriva à midi pile, garant son Range Rover à côté d'autres véhicules moins ostentatoires. L'intérieur du restaurant était accueillant, avec des tables en bois massif et une décoration rappelant la campagne française. Gabrielle l'attendait déjà à une table isolée, près d'une fenêtre qui offrait une vue sur un petit lac artificiel. Elle portait un chemisier en soie blanc et un jean, ses cheveux noirs attachés en un chignon sans prétention. Elle était aussi belle que Marcel s'en souvenait, peut-être même plus. Les mois en Europe avaient accentué son élégance naturelle, lui donnant un air cosmopolite qui allait bien avec sa personnalité vivante. « Tu es venu » dit-elle, se levant pour le saluer. Il y avait un mélange de soulagement et d'appréhension dans sa voix. Marcel accepta le baiser sur la joue qu'elle lui offrait, mais resta formel, s'asseyant en face d'elle avec une expression neutre. « J'ai une fête de famille plus tard.
Sois direct, Gabriel. Que sais-tu sur la fusion ?» Gabriel soupira, prenant une gorgée du vin qu'elle avait déjà commandé. « Ce n'est pas ainsi que j'imaginais nos retrouvailles, Marcel, mais je comprends ta méfiance. »« De la méfiance ?» répéta-t-il avec un rire sec. « C'est plus que ça. Tu as disparu de ma vie en disant que tu allais travailler en Europe, et maintenant, je découvre que tu es revenu secrètement et que tu es impliqué dans une conspiration avec mon meilleur ami. Alors oui, je suis un peu au-delà de la méfiance. »« Ce n'est pas ce que tu crois, » répondit-elle, gardant une voix calme. « J'essaie de te protéger, pas de te nuire. »« Me protéger? De quoi? » ?»« De Gustave et des Portugais. » Un serveur s'approcha pour prendre les commandes. Marcel commanda seulement un café, sans appétit pour plus. Quand ils furent à nouveau seuls, Gabriel se pencha en avant, baissant la voix. « Tu te souviens quand nous avons rompu? Je t'ai dit que j'avais reçu une proposition pour travailler à Lisbonne. C'était vrai, mais je ne t'ai pas tout dit. La proposition venait d'Antoine Olivier pour travailler directement avec lui sur les négociations de la fusion. Pourquoi aurais-tu accepté cela? Tu ne travailles même pas dans le secteur immobilier. Non, mais je suis avocate spécialisée en droit international et je connaissais profondément ton entreprise grâce à notre relation. » Marcel sentit son estomac se nouer. Pendant les 2 années où ils avaient été ensemble, il avait partagé beaucoup d'informations sur les affaires avec Gabriel, faisant confiance à sa discrétion. « Alors tu as utilisé notre relation pour obtenir des informations privilégiées? C'est de l'espionnage d'entreprise, Gabriel. »« Ce n'était pas comme ça, » protesta-t-elle, semblant sincèrement blessée. « Je n'ai jamais rien utilisé de ce que tu m'as dit contre toi. Au contraire. Quand j'ai réalisé ce qu'Antoine planifiait, j'ai décidé d'accepter le travail pour pouvoir surveiller de près les négociations. Et qu'est-ce qu'Antoine planifie exactement? Olivier, mon fils, est au bord de la faillite, Marcel. Leurs investissements au Portugal et en Espagne ont été dévastés par la dernière crise économique. Ils ont désespérément besoin de ton entreprise pour survivre. Le plan n'a jamais été une fusion égalitaire. Ils veulent prendre le contrôle total, aspirant toutes les ressources possibles avant de jeter ce qui reste. » Marcel sentit un frisson parcourir son échine. Les informations correspondaient à ce qu'Irène lui avait dit, mais les entendre de Gabriel rendaient tout plus réel, plus menaçant. Et où Gustave s'inscrit-il dans tout ça? Gabriel hésita, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Gustave a des problèmes, Marcel, des problèmes que tu ignores. Quel genre de problèmes? Des dettes, beaucoup de dettes. Il a une dépendance au jeu d'argent qu'il a réussi à te cacher pendant des années. Il a fini par s'impliquer avec des usuriers, des personnes dangereuses. Antoine l'a découvert et y a vu une opportunité. Il a offert de régler toutes les dettes de Gustave en échange de sa coopération. Marcel eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Gustave, accro au jeu d'argent, l'ami qui critiquait toujours ceux qui jouaient à la loterie, qui prêchait l'importance de la discipline financière. Cela semblait impossible, et en même temps, cela expliquait tant de choses. Les voyages soudains, les demandes d'avance sur salaire, la réticence à partager certains rapports financiers. Comment as-tu découvert tout cela? Par hasard, au début. J'ai rencontré Gustave à Lisbonne alors qu'il n'aurait pas dû y être. Ensuite, j'ai commencé à enquêter. J'ai eu accès à des emails, j'ai enregistré des conversations. J'ai des preuves, Marcel. Pourquoi n'es-tu pas venu directement à moi avec ces preuves? Parce que je devais comprendre l'étendue du plan et parce que... Elle hésita, détournant le regard. Parce que je n'étais pas sûr que tu me croirais. Pas après la façon dont nous nous sommes séparés. La fin de leur relation avait été tumultueuse. Marcel, consumé par le travail et la pression de la fusion, était devenu distant, absent. Gabriel, se sentant négligé, réclamait plus d'attention, plus de temps ensemble. Les discussions étaient devenues fréquentes, culminant en une séparation amère, avec des accusations des 2 côtés. Et maintenant, tu t'attends à ce que je croie que tu es revenu en France pour me sauver? Pourquoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Tout n'est pas une question de gain, Marcel, répondit-elle, avec une pointe de tristesse. Malgré tout ce qui s'est passé entre nous, je me soucie encore de toi. Je ne peux pas rester les bras croisés en voyant quelqu'un détruire ce que tu as construit avec tant d'efforts. Le serveur revint avec le café de Marcel. Pendant cette brève interruption, il observa attentivement Gabrielle, essayant de discerner si elle était sincère ou si tout cela faisait partie d'un plan plus élaboré. Ces preuves que tu as mentionnées, je veux les voir. Elles sont dans mon appartement. Je peux te les montrer après la fête de ton neveu. À propos, j'y serai aussi. À la fête?
Comment ça? Antoine m'a demandé d'accompagner Gustave. Il veut que je me rapproche de toi, que j'essaie de te convaincre que les problèmes avec le contrat ne sont que des technicités sans importance. Et tu as accepté. J'ai accepté pour maintenir ma couverture. Antoine ne peut pas savoir que je travaille contre lui. Marcel prit une gorgée de café, sentant le liquide amer descendre dans sa gorge. Son esprit était en ébullition. Devait-il faire confiance à Gabrielle? Elle pourrait être en train de le manipuler, utilisant leur histoire d'amour passé pour abaisser ses défenses. Mais et si elle disait la vérité? Et si elle essayait vraiment de l'aider? Qui d'autre est impliqué dans cette affaire? Qui d'autre me trahit? Gabrielle soupira profondément. D'après ce que je sais, seulement Gustave au sein de ton entreprise. Mais Antoine a des connexions puissantes dans le marché financier français. Des personnes qui gagneront beaucoup si les entreprises Thibault sont démantelées et vendues en morceaux. Des noms, Gabrielle. J'ai besoin de noms. C'est compliqué, Marcel. Certaines de ces personnes sont influentes, dangereuses. Je ne peux pas simplement... Des noms, insista-t-il, tapant légèrement sur la table. Si tu veux que je te fasse confiance, j'ai besoin de quelque chose de concret. Gabrielle regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les observait, puis se pencha encore plus près. Paul Ferrier de la Banque Atlantique. Il finance une partie de l'opération et recevra des commissions millionnaires si la fusion se fait selon les termes actuels. Marcel sentit son sang se glacer. Paul était son banquier personnel depuis plus d'une décennie, quelqu'un qu'il considérait presque comme un ami. « Paul, tu es sûr? Absolument. J'ai des copies de virements bancaires, des registres de réunions. Il est impliqué jusqu'au cou. Le monde de Marcel semblait s'effondrer autour de lui. Des amis, des collègues, même la banque qu'il considérait comme un partenaire fiable. Qui d'autre comploterait contre lui? À qui pouvait-il faire confiance? Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Gabrielle hésita à nouveau, un signe que Marcel connaissait bien de l'époque où ils étaient ensemble. Elle cachait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Gabrielle? Ce n'est pas le moment pour les demi-vérités. Antoine prévoit d'arriver à la fête aujourd'hui, de façon inattendue, pour te mettre la pression, pour créer un environnement où il serait difficile de refuser la signature du contrat devant ta famille, tes amis. C'est une tactique basse, même pour Antoine. Il est désespéré, Marcel. Olivier Enfield est au bord de la faillite. Si la fusion n'a pas lieu, il perd tout. Marcel consulta sa montre. Il restait un peu plus d'1 heure avant le début de la fête. Il devait prendre des décisions rapides, se préparer à la confrontation qui s'annonçait. « Je vais au domaine maintenant, » dit-il se levant. « Quant à toi, je ne sais pas si je crois tout ce que tu m'as dit, mais je suis prêt à te donner le bénéfice du doute. Retrouve-moi dans le bureau du domaine 1 heure après le début de la fête. Apporte tes preuves. Et d'ici là, maintiens ton jeu. Laisse Antoine penser que tu es de son côté et garde un œil sur Gustave. » Gabrielle acquiesça, un sourire triste sur ses lèvres. « Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi entre nous, Marcel. » Il la regarda un long moment, se rappelant les bons moments qu'ils avaient à partager, se demandant où les choses avaient commencé à mal tourner. « Moi non plus, Gabrielle. Moi non plus. » En conduisant sur l'autoroute en direction de Fontainebleau, Marcel sentait le poids de toutes les révélations récentes. Son meilleur ami, son ex-maîtresse, son banquier, des personnes en qui il avait confiance, des personnes qui faisaient partie de sa vie depuis des années. Le sentiment de trahison était écrasant, mais quelque chose d'autre le préoccupait. Les histoires d'Irène et de Gabrielle, bien que similaires à de nombreux égards, divergeaient sur des points cruciaux. Qui disait toute la vérité? L'une d'elles le manipulait-elle pour ses propres fins? À mesure que la voiture dévorait les kilomètres, Marcel prit une décision. Cet après-midi, au domaine de sa famille, il découvrirait enfin la vérité, peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Le domaine Sainte-Claire, propriété de la famille Thibault depuis 3 générations, s'étendait sur 20 hectares aux environs de Fontainebleau. Une allée d'arbres centenaires menait à la maison principale, une vaste construction de style colonial avec une véranda enveloppante et des tuiles d'argile qui brillaient sous le soleil de l'après-midi. Tout autour, des jardins bien entretenus, un verger, un lac artificiel et des espaces de loisirs composaient un décor bucolique, refuge parfait pour les week-ends et les célébrations familiales. Quand Marcel arriva, les préparatifs de la fête battaient déjà leur plein. Le personnel du traiteur organisait tables et chaises sous des tentes blanches installées sur la pelouse principale. Un clown répétait des numéros avec des ballons colorés,
tandis que des techniciens testaient le son pour le groupe qui animerait la soirée. Lucas, son neveu, fêtait ses 12 ans et la famille n'avait pas lésiné sur les efforts pour rendre l'occasion mémorable. « Oncle Marcel !» s'exclama le garçon en le voyant, courant dans sa direction. Lucas était le fils unique d'Édouard, le frère cadet de Marcel et de Camille, pédiatre renommé à Paris. Le garçon avait les mêmes yeux sombres et vifs que son oncle, ainsi que le tempérament déterminé caractéristique des Thibault. « Alors, champion, prêt pour la grande fête ?» demanda Marcel, embrassant son neveu avec une affection sincère, oubliant momentanément ses préoccupations. « Super prêt. Il y aura même une démonstration de rappel sur cette carrière, regarde là-bas », pointa Lucas vers une formation rocheuse à quelques mètres de la maison. « C'est parrain Gustave qui l'a organisé. Il a dit que tu n'approuverais jamais, mais que c'est mon anniversaire et qu'il peut me gâter. » La mention de Gustave ramena Marcel à la réalité. Son meilleur ami, l'homme qu'il considérait comme un frère, complotait peut-être sa ruine. La douleur de la trahison revint avec force. « Où est ton parrain ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre. « Là-bas, dans la maison d'hôte, avec une jolie dame. Ils sont arrivés il y a peu. » Gabrielle. Alors elle était déjà là avec Gustave. Marcel remercia son neveu et se dirigea vers la maison principale, où il trouva son frère Édouard, supervisant le montage d'une tente supplémentaire. Enfin arrivé, je commençais à croire que le grand homme d'affaires allait nous faire faux bond, plaisanta Édouard, tapotant le dos de son frère. À 42 ans, 4 ans de moins que Marcel, Édouard avait opté pour une carrière académique, enseignant l'histoire à la Sorbonne, plutôt que de suivre les traces de leur père dans les affaires. Désolé pour le retard, j'ai eu quelques imprévus. Édouard étudia le visage de son frère. Des problèmes avec la fusion ? Lucas a mentionné que tu avais reporté la signature. Rien dont tu doives t'inquiéter, répondit Marcel, forçant un sourire. Aujourd'hui, c'est le jour pour célébrer notre garçon. Eh bien, si tu as besoin de parler... Ah, au fait, cette femme que tu as engagée pour le service supplémentaire fait un excellent travail. Super efficace. Femme ? Quelle femme ? Madame. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Irène ? Elle a dit que tu l'avais engagée pour superviser le traiteur, s'assurer que tout se passe bien. Irène Valois. Alors, elle était déjà arrivée aussi. Marcel acquiesça, dissimulant sa surprise. Ah, oui, bien sûr. Irène. Excellent. Elle est dans la cuisine, en train d'organiser le personnel. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méticuleux. Elle a vérifié chaque fourchette, chaque serviette. Je vais passer la remercier. Dans la cuisine, Marcel trouva Irène donnant des instructions à 2 serveurs. Elle portait un uniforme simple et discret, ses cheveux gris attachés sous une toque, ressemblant effectivement à une coordinatrice d'événements expérimentée. En le voyant, elle fit un signe presque imperceptible de la tête, indiquant qu'il devrait parler en privé. « Messieurs, vérifiez à nouveau les coupes à champagne, s'il vous plaît. Je les veux toutes impeccables », instruisit-elle les serveurs avant de s'approcher de Marcel. « Nous pouvons parler dans la réserve, rapidement », chuchota-t-elle. La réserve alimentaire, annexe à la cuisine, offrait l'intimité dont ils avaient besoin. Dès qu'ils fermèrent la porte, Irène abandonna la posture d'employée soumise, assumant l'air confiant de la détective qu'elle était réellement. « J'ai rencontré Gabrielle aujourd'hui », dit directement Marcel. « Elle m'a raconté une histoire très différente de la vôtre. »« J'imagine bien », répondit Irène sans paraître surprise. « Laissez-moi deviner. Elle vous a dit qu'elle est ici pour vous sauver, qu'elle a découvert la conspiration pendant qu'elle travaillait pour les Portugais et a décidé de vous alerter parce qu'elle se soucie encore de vous. » La précision avec laquelle Irène décrivit la conversation surprit Marcel. « Comment savez-vous cela ?»« Parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendrais de sa part. Gabrielle Pradel est une actrice talentueuse, monsieur Thibault. Elle n'a jamais travaillé pour les Portugais. Elle travaille pour Paul Ferrier. »« Paul ? Mon banquier ?»« Votre ex-banquier, » corrigea Irène. « Paul Ferrier a été licencié de la Banque Atlantique il y a 3 mois pour irrégularité. Il s'est mis à travailler comme consultant indépendant. Mais en réalité, il vend des informations privilégiées sur ses anciens clients. La fusion avec les Portugais n'est qu'une partie du plan. Le véritable objectif est d'affaiblir votre position dans l'entreprise pour une prise de contrôle hostile. » Marcel sentit sa tête tourner avec tant d'informations contradictoires. Cela n'a pas de sens. Pourquoi Gabrielle travaillerait-elle pour Paul? L'argent, beaucoup d'argent, et la vengeance. La vengeance? Contre moi? Pourquoi? Irène hésita,
semblant choisir ses mots avec soin. « Monsieur Thibault, croyez-vous vraiment que la fin de votre relation était simplement due à votre dévouement au travail ?» Gabrielle planifiait son départ depuis des mois. Elle avait besoin d'un motif pour s'éloigner sans éveiller les soupçons pour pouvoir agir librement. Marcel s'adossa au mur, se sentant soudainement épuisé. Son monde s'écroulait de plus en plus vite. « Et Gustave ? Elle a mentionné qu'il a des problèmes de jeu, des dettes. » « C'est vrai, confirma Irène. Gustave a un sérieux problème avec les paris. Mais ce ne sont pas des usuriers ordinaires qui le pressent. C'est Paul Ferrier. Il a manipulé Gustave pendant des mois, offrant des prêts, puis augmentant les intérêts, créant une dette impossible à rembourser. Tout pour le forcer à coopérer. Comment avez-vous découvert tout cela? Qui vous a vraiment engagé? Avant qu'Irène ne puisse répondre, ils entendirent des voix s'approcher de la réserve. Rapidement, elle reprit son rôle de coordinatrice. « Vérifions s'il y a assez de champagne dans le réfrigérateur, monsieur Thibault, » dit-elle à voix haute, ouvrant la porte pour trouver 2 employés du traiteur. « Excusez-nous, madame Irène. Nous avons besoin de prendre plus de glace. »« Bien sûr, messieurs, nous allions justement sortir. » Quand ils se retrouvèrent seuls à nouveau, déjà hors de la réserve, Irène chuchota « Les premiers invités arrivent. Antoine Olivier vient d'entrer dans le domaine avec 2 assistants. Gabrielle et Gustave ont quitté la maison d'hôte et se dirigent par ici. Nous devons agir vite. Retrouvez-moi dans le bureau de la maison principale dans 1 heure, comme convenu avec Gabrielle. Nous les confronterons ensemble. Et d'ici là, souriez, soyez l'hôte parfait. Ne laissez pas paraître que vous savez quelque chose. » La fête commença officiellement à 4 heures de l'après-midi. Le domaine était rempli d'invités, des membres de la famille, des amis de Lucas, des collègues d'Édouard et Camille, quelques employés des entreprises Thibault et leurs familles respectives. Marcel circulait parmi les groupes, échangeant des salutations, participant à des conversations superficielles, tout en ayant le cœur qui battait à toute vitesse et l'esprit en ébullition. De loin, il observa quand Gustave et Gabrielle s'approchèrent d'Antoine Olivier, qui conversait avec Édouard près de la table des boissons. Les 3 échangèrent des regards significatifs avant de se séparer à nouveau, comme des acteurs suivant un scénario soigneusement répété. Gabrielle semblait particulièrement à l'aise, riant et socialisant comme si elle était une invitée fréquente des réunions de la famille Thibault. « Marcel, mon cher !» s'exclama Antoine, s'approchant avec un verre de whisky à la main. « Quel endroit charmant vous avez ici. Votre famille doit être fière de ce paradis. »« Merci, Antoine. Je ne savais pas que vous viendriez. C'est une surprise. »« Ah, j'espère une surprise agréable. Gustave a mentionné la fête et j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de mieux nous connaître, en dehors de l'environnement professionnel. Après tout, une fusion n'est pas seulement un accord d'affaires, mais une union de personnes, de visions. »« Certainement, » répondit Marcel, gardant son sang-froid. « Et en parlant de ça, qu'avez-vous pensé des points soulevés par mon avocat concernant le contrat ?» Le sourire d'Antoine vacilla légèrement. « De simples détails techniques, mon ami. Rien que nous ne puissions résoudre rapidement. En fait, j'ai apporté avec moi une version révisée du contrat intégrant les suggestions de votre avocat. Nous pourrions même tout finaliser aujourd'hui si vous êtes disposé. À la fête d'anniversaire de mon neveu, ce serait un peu inhabituel, ne pensez-vous pas? Les grands hommes d'affaires ne s'embarrassent pas des conventions, Marcel. De plus, quel meilleur cadeau pour le jeune Lucas que de voir son oncle concrétiser la plus grande affaire de sa carrière. » Marcel força un sourire, remarquant du coin de l'œil que Gustave s'approchait. « Nous en discuterons plus tard, Antoine. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier que tout se passe bien avec la fête. » En s'éloignant, Marcel vérifia sa montre. Il restait 40 minutes avant le rendez-vous dans le bureau. La tension montait à chaque seconde qui passait. Alors qu'il se dirigeait vers la maison principale, il sentit une main sur son bras. C'était Gabrielle. « Nous devons parler maintenant, » murmura-t-elle, le visage tendu. « Antoine a apporté le contrat. Il va essayer de te forcer à signer aujourd'hui même. » « Je sais. Il vient de me le dire. Ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit au restaurant. Quelque chose sur Gustave que tu dois savoir avant de le confronter. » Les yeux de Gabrielle transmettaient une urgence sincère. Était-ce une manipulation de plus ou avait-elle vraiment des informations cruciales? D'accord. Allons au bureau maintenant. Mais Irène sera là aussi. Irène? La détective? Tu lui fais confiance? En ce moment, je ne fais entièrement confiance à personne, mais j'ai besoin d'entendre toutes les versions pour arriver à la vérité. Sur le chemin de la maison,
Ils passèrent devant Lucas, qui jouait avec des amis sous la supervision de moniteurs engagés pour la fête. Le garçon sourit et fit signe de la main, inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. Marcel lui rendit son salut, sentant un pincement au cœur. Comment protégerait-il sa famille s'il n'arrivait même pas à discerner qui étaient ses véritables alliés? Le bureau de la maison principale, un espace confortable avec des étagères de livres, un bureau en bois massif et des fauteuils en cuir, avait été le refuge de son père pendant des années. Maintenant, il servirait de scène à une confrontation qui pourrait changer le cours de sa vie et de son entreprise. Irène les attendait déjà, assise dans l'un des fauteuils, son déguisement de coordinatrice temporairement abandonné. « Asseyez-vous, dit-elle, indiquant les autres fauteuils. « Nous avons beaucoup à discuter et peu de temps. » Gabriel lança un regard méfiant à Irène avant de s'asseoir. Les deux femmes s'étudièrent mutuellement, comme des adversaires évaluant leurs forces avant un combat. « Avant de commencer, dit Marcel, restant debout, je veux clarifier une chose. Je sais qu'au moins l'une d'entre vous ment, peut-être les deux. Je ne prendrai aucune décision avant d'avoir la certitude absolue de la vérité. » « Juste, acquiesça Irène. « Parfaitement compréhensible, ajouta Gabriel. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit. Gustave entra, le visage marqué par l'inquiétude et la confusion. « Que se passe-t-il ici? Lucas te cherche, Marcel. C'est l'heure du gâteau. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de tension. Marcel regarda son meilleur ami, l'homme qui avait été à ses côtés dans les moments les plus importants de sa vie, et sentit un nœud dans la gorge. Il était sur le point de le confronter, d'exposer ses soupçons, de détruire potentiellement 2 décennies d'amitié. Mais il n'y avait pas d'autre chemin. « Entre, Gustave, dit-il finalement. Ferme la porte. Nous avons des affaires en suspens à régler, tous les 4. Gustave ferma lentement la porte, son regard alternant entre les 3 visages qui le fixaient. Un silence tendu régnait dans le bureau, interrompu seulement par le son distant de la musique de la fête et le rire occasionnel des enfants qui jouaient dans le jardin. « Qu'est-ce que c'est, Marcel? Une intervention ?» demanda-t-il, essayant de maintenir un ton léger, mais la tension dans sa voix était évidente. « Appelle ça comme tu veux, » répondit Marcel, indiquant le fauteuil vide. « Assieds-toi, nous avons beaucoup à discuter. » Gustave hésita, regardant Gabriel avec une expression interrogative. Elle détourna le regard, soudainement intéressée par le motif du tapis persan. « Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant, » protesta Gustave. « Ton neveu attend. Antoine te cherche aussi, il a apporté les documents révisés et... »« Oui, les documents, » interrompit Marcel. « Parlons-en. Et de la façon dont tu as travaillé pour garantir que je signe un contrat qui me fera perdre le contrôle de ma propre entreprise. » Le visage de Gustave pâlit. Pendant un moment, il sembla qu'il nierait tout, mais ensuite, ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. Il s'assit lourdement dans le fauteuil, passant ses mains sur son visage. « Qui te l'a dit? »« C'était toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, lançant un regard accusateur à Gabriel. « En fait, intervint Irène, c'était moi. Je suis détective privé, engagé pour découvrir pourquoi un cadre respecté comme vous a soudainement commencé à agir contre les intérêts de son meilleur ami et associé. » Gustave dévisagea Irène, la confusion évidente sur son visage. « Détective? Mais vous êtes... la femme de ménage. Oui, le déguisement parfait pour quelqu'un qui veut observer sans être remarqué. Qui t'a engagé? Demanda Gustave, se tournant vers Marcel. Tu te méfiais de moi depuis si longtemps? Je ne l'ai pas engagé, répondit Marcel. Et c'est seulement l'une des nombreuses questions auxquelles je dois répondre aujourd'hui. Mais d'abord, je veux t'entendre, Gustave. Pourquoi 20 ans d'amitié, de partenariat, pourquoi me trahirais-tu de cette façon? Gustave respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. Ce n'est pas si simple, Marcel. Ce n'est pas noir et blanc comme tu le penses. Alors explique-moi. Explique comment manipuler un contrat pour nuire à ton meilleur ami peut avoir une quelconque justification. Je n'ai pas eu le choix, s'exclama Gustave, sa voix mêlant colère et désespoir. Tu ne comprends pas la situation dans laquelle je me trouvais, dans laquelle je me trouve. Les dettes de jeu, dit Marcel, je suis au courant. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'es pas venu me voir. Je t'aurais aidé, Gustave. Sans jugement, sans question, c'est ce que font les amis. Gustave rit un son amer et sans humour. Ah, bien sûr, le grand Marcel Thibault, toujours prêt à aider, toujours faisant ce qui est juste. Tu crois vraiment que ça aurait été si facile?
Que j'aurais pu simplement venir et dire « Hé Marcel, j'ai perdu des millions en Paris. Je dois de l'argent à des personnes dangereuses. Peux-tu me prêter un peu d'argent ?» Oui, c'est exactement ce que tu aurais dû faire. Tu ne comprendrais jamais, continua Gustave comme s'il n'avait pas entendu. La dépendance, le besoin, l'adrénaline, c'est comme une maladie qui te consume de l'intérieur. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. J'arrivais à tenir des semaines, parfois des mois sans parier, mais je revenais toujours. Et Paul Ferrier a découvert ça, dit Irène. Il a vu une opportunité et l'a saisie. Gustave la regarda, surpris. « Comment savez-vous à propos de Paul ?»« Je sais plus que vous ne l'imaginez, » répondit-elle. « Je sais qu'il vous a offert une issue. Réglez vos dettes en échange de votre coopération pour la fusion. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que le plan va bien au-delà d'une simple prise de contrôle par les Portugais. »« De quoi parlez-vous » demanda Gustave, sincèrement confus. « Paul a été licencié de la Banque Atlantique, » expliqua Marcel. « Il travaille maintenant à son compte, vendant des informations privilégiées. »« Ça, je le savais, » admit Gustave. « Il me l'a dit quand il m'a contacté. Il a dit qu'il démarrait un cabinet de conseil indépendant, spécialisé dans les fusions et acquisitions. Ce qu'il n'a pas dit, continua Irène, c'est qu'Olivier Fils n'est qu'un pion dans le jeu. Le véritable acheteur, celui qui va réellement prendre le contrôle des entreprises Thibault, si cette fusion est conclue, c'est le groupe Saint-Martin. » Marcel sentit son sang se glacer dans ses veines. Le groupe Saint-Martin était son plus grand rival sur le marché immobilier français, dirigé par Victor Saint-Martin, un homme d'affaires impitoyable connu pour acquérir des entreprises en difficulté et les démanteler pour un profit rapide. « Cela ne peut pas être vrai, » protesta Gabriel, parlant pour la première fois depuis le début de la conversation. Antoine n'a jamais mentionné une quelconque implication avec le groupe Saint-Martin. Le plan a toujours été une fusion légitime, même si avec des termes défavorables pour les entreprises Thibault. « Antoine n'est qu'une marionnette, » répondit Irène. « Un homme désespéré essayant de sauver son entreprise en faillite. Victor Saint-Martin a offert de l'acheter pour une valeur bien supérieure au marché, à une condition, qu'Antoine facilite l'acquisition des entreprises Thibault. »« Comment savez-vous tout cela ?» demanda Marcel, regardant Irène avec un mélange d'admiration et de méfiance. Irène hésita, échangeant un regard rapide avec Gabriel qui n'échappa pas à Marcel. « Parce que c'est moi qui l'ai engagé, » dit doucement Gabriel. « J'ai engagé Irène pour enquêter quand j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec la fusion. » La révélation frappa Marcel comme un éclair. Il regarda incrédule d'une femme à l'autre. « Vous deux, travaillez ensemble ? » ?»« Depuis quand ? » ?»« Depuis que j'ai découvert qu'Antoine cachait des informations importantes, » expliqua Gabriel. « J'ai accepté le travail avec lui légitimement, Marcel. Je voulais m'éloigner de toi, oui, après notre rupture, mais je n'ai jamais prévu de te nuire. Quand j'ai réalisé que les intentions d'Antoine n'étaient pas transparentes, j'ai commencé à enquêter par moi-même. C'est alors que j'ai découvert le lien avec Paul Ferrier. Mais je n'ai pas pu aller au fond du problème seul, continua-t-elle. J'avais besoin de quelqu'un avec de l'expérience en investigation d'entreprise. Irène est considérée comme la meilleure dans le domaine. Elle a accepté de s'infiltrer dans ton entreprise pendant que je continuais à surveiller Antoine de près. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela au restaurant aujourd'hui ? Demanda Marcel, se sentant manipulé. Parce que nous n'étions pas sûrs à qui tu ferais confiance, répondit Irène. Si Gabriel avait révélé que nous travaillions ensemble, tu aurais pu te méfier des deux. Nous avions besoin que tu entendes nos versions séparément pour que tu puisses évaluer les informations par toi-même. Est-ce vrai, Gustave ? Demanda Marcel, se tournant vers son ami. Olivier Fils va être vendu au groupe Saint-Martin ? Gustave semblait aussi choqué que Marcel. Non, je ne savais pas cela. Paul m'a assuré que la fusion serait bénéfique pour tous, que tu aurais seulement à partager le contrôle, pas à le perdre complètement. Il a dit que c'était la seule façon de régler mes dettes sans impliquer les autorités ou, pire. Et tu l'as cru ? Dit Marcel, le ton plus triste qu'accusateur. J'étais désespéré, Marcel. Les menaces étaient réelles. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était ma famille, ma sécurité. Un silence pesant tomba sur la pièce. À l'extérieur, la fête continuait, indifférente au drame qui se déroulait dans le bureau. Marcel marcha jusqu'à la fenêtre, observant les invités, les enfants courant sur la pelouse, le gâteau préparé pour le moment des félicitations. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il finalement sans se retourner. «
Antoine est là dehors, attendant que je signe des documents qui, d'après ce que je comprends, signifieraient la fin de mon entreprise telle que nous la connaissons. Nous avons suffisamment de preuves pour exposer le stratagème, dit Irène, des enregistrements, des emails, des contrats parallèles. Nous pouvons tout porter à la justice, dénoncer Antoine, Paul et le groupe Saint-Martin pour fraude d'entreprise. Cela détruirait Olivier & Fils, observa Gabriel. Antoine peut être malhonnête, mais il y a des centaines d'employés innocents qui perdraient leur emploi. Sans parler du scandale, ajouta Gustave. Les entreprises Thibault seraient également affectées. Les actions s'effondreraient, des projets seraient interrompus. Les dégâts seraient énormes. Marcel se retourna regardant les trois personnes. Il doit y avoir une alternative. Un chemin qui protège mon entreprise sans causer de destruction inutile. À ce moment, il y eut un léger coup à la porte. Avant que quelqu'un puisse répondre, la porte s'ouvrit, révélant Antoine Olivier, accompagné d'un homme que Marcel reconnut immédiatement. Paul Ferrier. « Désolé de l'interruption », dit Antoine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais le jeune anniversaire cherche son oncle, l'heure du gâteau d'après ce qu'on m'a dit. » Son regard parcourut la pièce, notant la tension évidente. « Est-ce que j'interromps quelque chose d'important ?»« En effet, » répondit Marcel gardant son sang-froid. « Nous discutions de l'avenir de la fusion entre nos entreprises. Une discussion très éclairante, dois-je ajouter. » Antoine fronça les sourcils, son regard rencontrant celui de Gabriel qui détourna les yeux. « Je comprends. Peut-être pourrions-nous nous joindre à cette discussion. Je suis sûr que Paul aurait également des contributions précieuses. » Paul Ferrier, un homme d'âge moyen aux cheveux gris parfaitement coiffés et à l'allure impeccable, fit un pas en avant, son expression calculée pour paraître neutre. « Marcel, ça fait longtemps. J'espère ne pas être importun, mais Antoine a mentionné que vous pourriez avoir besoin de conseils financiers supplémentaires pour la fusion. Des conseils de quelqu'un qui a été licencié pour irrégularité ? Non merci, Paul, répondit froidement Marcel. Le masque de cordialité de Paul vacilla un instant. Je vois que vous avez été mal informé sur mon départ de la banque. C'était un accord mutuel, je peux vous l'assurer. Comme votre accord avec Victor Saint-Martin, demanda soudainement Irène, était-il également mutuellement bénéfique ? La mention du nom de Saint-Martin eut un effet visible sur Antoine, qui pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi madame parle, » répondit Paul, essayant de garder son sang-froid. « Et je ne crois pas que nous ayons été présentés. »« Irène Valois, détective privé, » répondit-elle, se levant, « spécialisée dans les fraudes d'entreprise. Et j'ai ici, » dit-elle, sortant une clé USB de sa poche, « suffisamment de preuves pour vous conduire tous à un long et désagréable processus judiciaire. » Paul et Antoine échangèrent des regards alarmés. La situation échappait rapidement à leur contrôle. « Je crois que nous sommes tous un peu tendus, » dit Antoine, essayant de reprendre pied. « Peut-être devrions-nous reprendre cette conversation après la fête, avec la tête plus froide. »« Je suis d'accord, » répondit Marcel, à la surprise de tous. « Mais il n'y aura aucune signature aujourd'hui, ni demain, ni aucun autre jour jusqu'à ce que tout soit clarifié. »« Marcel, soyez raisonnable, » intervint Paul. « Il y a des délais, des engagements financiers. Reporter la fusion à ce stade causerait d'énormes préjudices aux deux entreprises. Des préjudices moindres que ceux que vous prévoyez de causer, » rétorqua Marcel. « Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, mon neveu m'attend pour couper le gâteau. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta à côté d'Antoine et Paul. « Je vous suggère de profiter de la fête. La nourriture est excellente. Nous parlerons plus tard dans mon bureau à Paris, en présence de nos avocats respectifs. » Sans attendre de réponse, Marcel sortit du bureau, laissant derrière lui un silence tendu. Gustave fut le premier à le suivre, le rattrapant dans le couloir. « Marcel, attends. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Marcel s'arrêta regardant son ami. « Je ne sais pas encore, Gustave. Mais je sais que rien ne sera plus comme avant. Je comprends si tu ne veux plus jamais me regarder en face, » dit Gustave, la voix étranglée. « Mais tu dois savoir que, malgré tout, je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai été faible, j'ai été lâche, mais je n'ai jamais souhaité ta ruine. » Marcel étudia le visage de l'homme qu'il connaissait depuis si longtemps, cherchant des traces de l'amitié qu'ils avaient partagée. « Allons couper le gâteau de Lucas, » dit-il finalement. « Ensuite, nous verrons ce qui peut être sauvé. De l'entreprise et de notre amitié. » Tandis qu'il marchait vers le jardin où tout le monde attendait pour le moment des félicitations, Marcel sentait le poids des récentes révélations, mais aussi un étrange soulagement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était préférable à l'incertitude et à la trahison cachée. Maintenant, au moins,
Il savait à qui il avait affaire et ce qui était en jeu. Et plus important encore, il avait des alliés inattendus en qui, contre toute attente, il commençait à avoir confiance. La fête continua comme si rien ne s'était passé, témoignage de la capacité humaine à maintenir les apparences. Marcel chanta « Joyeux anniversaire » pour son neveu, applaudit pendant que Lucas soufflait les bougies, distribua des sourires et des salutations aux invités. Seuls des yeux attentifs auraient remarqué la tension dans ses épaules, la façon dont son regard cherchait occasionnellement Antoine et Paul parmi la foule, comme un prédateur surveillant ses proies. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient dans le lac artificiel du domaine. Les enfants couraient sur la pelouse, leur rire se mêlant au son du groupe qui jouait de la musique française. Dans d'autres circonstances, cela aurait été un après-midi parfait, le genre de moment que Marcel aurait précieusement gardé dans ses souvenirs familiaux. « Tout va bien ?» demanda Édouard s'approchant avec 2 verres de bière en offrant un à son frère. « Je fais face à quelques problèmes compliqués », répondit Marcel acceptant la boisson. « J'ai remarqué. La tension entre toi et Gustave est presque palpable, et ce Portugais ressemble à un chat en territoire de Doberman. Ça a un rapport avec la fusion ?» Marcel but une gorgée de bière, appréciant la fraîcheur du liquide descendant dans sa gorge. « C'est compliqué, Édouard. Je te promets de tout te raconter plus tard, mais je ne veux pas gâcher la fête de Lucas. » Édouard acquiesça, compréhensif. Les frères Thibault avaient grandi dans un environnement où les affaires de la famille envahissaient souvent des moments qui auraient dû être uniquement de joie et d'union. C'était une promesse tacite entre eux que leurs enfants ne vivraient pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Je ne comprends peut-être pas les fusions et acquisitions, mais je connais bien la nature humaine. Si tu as besoin d'une perspective différente, je suis là. Marcel sourit, sincèrement touché. Son frère, avec son regard d'historien, sa capacité à analyser les comportements et les modèles, pourrait effectivement offrir des perspectives précieuses. Merci, Édouard. Je m'en souviendrai. De l'autre côté du jardin, Marcel vit Gabrielle discutant avec Irène, toutes deux feignant de ne pas se connaître, maintenant la farce pour tout observateur externe. C'était une scène surréaliste, son ex-maîtresse et la détective qu'elle avait engagée discutant discrètement tout en se servant des canapés. Non loin de là, Antoine et Paul conversaient à voix basse, jetant des regards occasionnels dans sa direction. Gustave était avec Lucas, aidant le garçon à monter un drone jouet qu'il avait reçu en cadeau. Malgré tout, Marcel ne pouvait s'empêcher de remarquer combien son ami était affectueux avec son neveu, comme il avait toujours été présent dans la vie du garçon, assumant avec sérieux son rôle de parrain. La soirée avançait et la fête commençait à ralentir. Certains invités prenaient déjà congé. Les plus jeunes enfants sommeillaient sur les genoux de leurs parents. Les adolescents se regroupaient pour échanger des messages et des rires. Marcel profita d'un moment tranquille pour s'approcher d'Irène, qui organisait le démontage du buffet. « J'ai besoin de vous parler, ainsi qu'à Gabrielle et Gustave, en privé. Pouvons-nous nous retrouver dans la maison principale dans une demi-heure » Irène acquiesça discrètement. « Je veillerai à ce que tout le monde y soit. » Marcel trouva Antoine qui se préparait à partir, supervisant tandis que ses assistants rangeaient des dossiers et des documents dans le coffre d'une voiture de fonction. « Vous partez déjà, Antoine ?» La soirée vient à peine de commencer. Le Portugais se retourna, forçant un sourire. « Une fête charmante, Marcel, mais nous avons un vol de retour vers Lisbonne tôt demain matin. J'ai besoin de me reposer. Avant de partir, j'aimerais demander une réunion formelle. Lundi, dans mon bureau. Nous pourrons discuter de l'avenir de notre partenariat. » Antoine étudia le visage de Marcel, comme s'il essayait de déchiffrer ses intentions. « Certainement. J'y serai. Dois-je apporter les documents révisés ? Apportez ce que vous jugez nécessaire. J'aurai mes propres documents. » Les deux hommes échangèrent une poignée de main ferme, un duel silencieux de volonté. « À lundi alors, » dit Antoine, montant dans la voiture. « À lundi, » répondit Marcel, observant le véhicule s'éloigner par l'allée assombrie. Paul Ferrier avait disparu plus tôt, alléguant un engagement incontournable à Paris. Marcel ne regrettait pas son absence. Il aurait suffisamment de temps pour traiter avec son ex-banquier dans les jours à venir. 30 minutes plus tard, Marcel entra dans la bibliothèque de la maison principale. Une pièce confortable avec des étagères allant du sol au plafond, des fauteuils en cuir et une petite cheminée qui n'avait pas été allumée depuis des années. Gustave l'attendait déjà,
assis dans l'un des fauteuils, semblant épuisé, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques heures seulement. « Les autres arrivent, dit-il sans lever les yeux. Marcel se servit un doigt de whisky d'une bouteille qu'il gardait dans la bibliothèque en offrant un verre à Gustave, qui accepta d'un signe de tête. « Comment va Lucas ?» demanda Gustave, après une gorgée de la boisson. « Épuisé, mais heureux. Édouard et Camille le mettent au lit maintenant. C'est un bon garçon. Il tient beaucoup de toi, tu sais, la même détermination, la même curiosité. » Marcel s'assit dans le fauteuil opposé, observant son ami. « Pourquoi parlons-nous de mon neveu, Gustave ? Je pense que nous avons des sujets plus urgents à discuter. » Gustave soupira profondément. « Parce que c'est plus facile que d'affronter ce que j'ai fait. Parce que ça me rappelle quand les choses étaient simples entre nous. » La porte de la bibliothèque s'ouvrit et Gabriel et Irène entrèrent ensemble. Toutes deux semblaient épuisées, mais déterminées. Gabrielle avait troqué la robe élégante qu'elle portait pendant la fête contre un jean et un chemisier simple, ressemblant davantage à la femme que Marcel avait connue des années auparavant, sans prétention et directe. « Antoine et Paul sont partis ?» demanda-t-elle, s'asseyant sur un canapé proche. « Oui. J'ai fixé une réunion avec Antoine pour lundi. » Irène resta debout, appuyée contre l'une des étagères. « Ils ne vont pas simplement abandonner, vous savez. Il y a beaucoup en jeu pour tous les concernés. »« Je sais, » répondit Marcel. « C'est pourquoi nous avons besoin d'un plan. Quelque chose qui protège les entreprises Thibault, sans nécessairement détruire Olivier & Fils ou créer un scandale qui nuirait aux deux entreprises. »« Que suggérez-vous » demanda Gabriel. Marcel se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin, maintenant éclairée seulement par quelques lumières extérieures et l'éclat lointain de la lune. Une contre-proposition. « Nous exposons ce que nous savons à Antoine, lui offrant une sortie honorable, une fusion authentique, dans des termes qui bénéficient réellement aux deux entreprises. Sans Victor Saint-Martin, sans Paul Ferrier, sans clause cachée. »« Vous pensez qu'il accepterait ?» demanda Gustave, sceptique. « Olivier & Fils est au bord de la faillite. Ils ont désespérément besoin d'un sauveur. Et nous pouvons être ce sauveur, répondit Marcel. À des conditions équitables, nous assumerions une partie de leurs dettes en échange d'une participation majoritaire, mais en conservant la marque, les employés, l'opération au Portugal. »« Et Saint-Martin » demanda Irène. « Il ne va pas simplement accepter d'être laissé de côté. Saint-Martin est un problème pour plus tard, dit Marcel. Si nous parvenons à convaincre Antoine de nous donner tous les détails de l'accord avec lui, nous aurons suffisamment de munitions pour le tenir à distance. »« Et Paul » demanda Gabriel. « Il connaît tous les secrets des deux côtés. Paul a commis une fraude pendant qu'il travaillait à la banque, répondit Irène. J'ai suffisamment de preuves pour garantir qu'il passe un long moment à réfléchir sur ses choix de vie dans une cellule confortable. » Le silence tomba sur la bibliothèque tandis que chacun considérait les implications du plan. Ce fut Gustave qui le rompit, sa voix presque un murmure. « Et moi, quelle est ma place dans ce nouvel arrangement ?» La question flotta dans l'air, lourde et inévitable. Marcel regarda l'homme qu'il considérait comme un frère, l'ami qu'il avait trahi, le partenaire qui avait aidé à construire l'entreprise depuis le début. « Cela dépend de toi, Gustave, de ce que tu veux vraiment. »« Je veux une seconde chance, » répondit-il sans hésitation. « Je veux réparer ce que j'ai fait, compenser pour mes erreurs. Et je veux de l'aide pour surmonter cette dépendance qui a failli tout détruire ce que j'aime. » Marcel acquiesça, surpris par la sincérité dans la voix de son ami. « Alors c'est ce que tu auras, une seconde chance, avec des conditions. Premièrement, un traitement pour la dépendance au jeu. Sérieux, professionnel, aussi longtemps que nécessaire. Deuxièmement, tu restes écarté des décisions financières de l'entreprise jusqu'à ce que nous puissions reconstruire la confiance. Troisièmement, une transparence totale à partir de maintenant. Sans secret, sans mensonge. »« J'accepte tout, » dit Gustave, la gratitude évidente dans son regard. Marcel se tourna vers Gabriel, qui l'observait avec une expression difficile à déchiffrer. « Quant à toi, Gabriel, pourquoi as-tu fait tout cela ? Pourquoi t'es-tu soucié de m'avertir, d'engager Irène, de te mettre en danger ?» Elle soutint son regard, une légère rougeur tintant ses joues. « Au début, c'était juste de la curiosité. Quand Antoine m'a engagé, j'ai trouvé étrange qu'il veuille quelqu'un avec une connexion personnelle avec toi. J'ai commencé à enquêter et j'ai découvert les irrégularités. J'aurais pu simplement ignorer, continuer ma vie. Mais elle hésita comme si elle pesait ses prochains mots. Mais malgré la façon dont nous nous sommes séparés,
Je me soucie encore de toi, Marcel. Je ne pouvais pas rester inactive en voyant quelqu'un détruire tout ce pour quoi tu as travaillé. De plus, ajouta-t-elle avec un petit sourire, j'ai toujours eu un fort sens de la justice. Je ne supporte pas de voir des personnes malhonnêtes s'en tirer. Marcel sentit une vague d'affection pour elle, se rappelant ce qui les avait initialement rapprochés. Cette combinaison unique d'intelligence aiguisée et d'intégrité inébranlable. Et maintenant, que vas-tu faire une fois que tout cela sera résolu? Retourner à ma vie à Lisbonne, probablement. J'y ai construit quelque chose ces derniers mois, fait des contacts, commencé des projets, à moins que... Elle laissa la phrase inachevée, une invitation silencieuse. À moins qu'il n'y ait une raison de rester, compléta Marcel, comprenant. Irène tout sauta discrètement, leur rappelant sa présence. Je déteste interrompre ce moment, mais nous avons des questions pratiques à résoudre. Nous avons besoin d'une stratégie détaillée pour la réunion de lundi. Antoine ne va pas simplement accepter nos conditions sans résistance. Vous avez raison, acquiesça Marcel, reportant son attention sur le problème immédiat. Nous aurons besoin de preuves concrètes, d'arguments solides et surtout d'une alternative attrayante pour lui. Antoine n'est pas un homme mauvais, juste désespéré. Si nous lui offrons une issue qui préserve sa dignité et sauve son entreprise, je crois qu'il acceptera. Les quatre passèrent les heures suivantes à élaborer une stratégie détaillée, analysant des documents, préparant des arguments. La bibliothèque devint un centre de commandement improvisé, avec des papiers étalés sur la table basse, des ordinateurs portables ouverts, montrant des feuilles de calcul et des contrats, des tasses de café qui refroidissaient tandis que le travail avançait. Quand l'horloge de la bibliothèque marqua 3 heures du matin, Irène fut la première à céder à la fatigue. « Nous devons nous reposer, dit-elle, se frottant les yeux. Nous ne prendrons pas de bonnes décisions si nous sommes épuisés. » Vous avez raison, convint Marcel. Il y a suffisamment de chambres dans la maison. Tout le monde peut passer le reste de la nuit ici, et nous continuerons demain matin. Gustave fut le premier à se retirer, murmurant bonne nuit avec un regard qui mêlait gratitude et honte. Irène le suivit peu après, laissant Marcel et Gabriel seuls dans la bibliothèque. « C'est comme au bon vieux temps, dit-elle, souriant avec nostalgie. Tu te souviens de combien de nuits nous avons passé comme ça, travaillant sur un cas compliqué, buvant du mauvais café et discutant de stratégie jusqu'à l'aube. Je m'en souviens, répondit Marcel, lui rendant son sourire. Nous formions une bonne équipe. Nous l'étions. Et nous pourrions l'être à nouveau. Le regard qu'ils échangèrent était chargé de possibilités non dites, de chemins qu'ils auraient pu suivre, d'avenir qu'ils pourraient encore construire. « Je vais te montrer ta chambre », dit finalement Marcel, se levant. Tandis qu'ils marchaient dans le couloir silencieux de la maison, leurs pas étouffés par le tapis ancien, Marcel ressentit une étrange paix. Au cours des dernières 48 heures, son monde avait été bouleversé, révélant trahison, mensonges et conspirations. Et pourtant, d'une certaine façon, il se sentait plus en sécurité que depuis longtemps. Peut-être parce que, finalement, il savait qui étaient ses véritables alliés et qui étaient ses ennemis. Peut-être parce que, au milieu du chaos, il avait trouvé une clarté qui lui avait échappé pendant des mois. « Bonne nuit, Gabriel », dit-il, s'arrêtant devant une porte en bois sombre. « Bonne nuit, Marcel », répondit-elle, hésitant un moment avant d'entrer dans la chambre. Seul dans le couloir, Marcel regarda par la fenêtre qui donnait sur le jardin maintenant silencieux. La pleine lune illuminait le lac, créant un chemin argenté sur l'eau. Dans 2 jours, il affronterait Antoine Olivier avec une proposition qui pourrait changer le destin de 2 entreprises. Dans 2 jours, il mettrait à l'épreuve la stratégie qu'ils avaient élaborée cette nuit. Mais pour l'instant, il s'accorda un moment de tranquillité, appréciant la beauté sereine de la nuit et la certitude réconfortante que, pour la première fois depuis longtemps, il ne se battait pas seul. Le lundi se leva avec un ciel bleu immaculé sur Paris, comme si la nature elle-même voulait symboliser la clarté que Marcel ressentait après un week-end de préparations intenses. Les bureaux des entreprises Thibault, occupant les 3 derniers étages d'un gratte-ciel moderne sur l'avenue de la République, bouillonnaient de l'énergie typique du début de semaine, employés échangeant des salutations dans les couloirs, l'arôme du café frais imprégnant l'atmosphère, téléphone sonnant incessamment. Marcel arriva tôt, avant même sa secrétaire. Il voulait quelques moments de solitude pour organiser ses pensées avant la réunion décisive qui aurait lieu à 10 heures. Dans son bureau, avec vue panoramique sur la ville qui s'éveillait,
Il revit une fois de plus les documents préparés pendant le week-end. Contrat révisé, tableau financier, projection de marché, tout méticuleusement analysé par lui, Gabriel, Irène et étonnamment par Édouard, qui avait offert une perspective externe précieuse. À 9h30, son équipe commença à arriver. D'abord Gustave, visiblement nerveux mais déterminé, portant un costume impeccable qui contrastait avec ses cernes profonds. Puis Irène, qui avait abandonné son déguisement de femme de ménage et portait un ensemble de tailleurs révélant sa véritable personnalité, professionnelle, directe, sans fioritures inutiles. Enfin, Gabrielle, élégante dans une robe bleu marine qui mettait en valeur sa posture confiante. Tous portaient des dossiers et des tablettes préparés pour n'importe quel scénario qui pourrait se dérouler. « Tout le monde est prêt ?» demanda Marcel, regardant chacun d'eux. « Aussi près que possible, » répondit Irène. Antoine a confirmé sa présence et est en route. Paul Ferrier a également essayé de s'inclure dans la réunion, mais nous avons bloqué son accès au bâtiment, comme convenu. Parfait. Et l'équipe juridique? En attente dans la salle de conférence B, informa Gabriel. Ils ont pour instruction de n'entrer que si on le leur demande. Parfait. Installons-nous dans la salle de conférence principale. Je veux qu'Antoine se sente à l'aise, initialement. La salle de conférence occupait presque la moitié du dernier étage, avec une table ovale en bois noble qui pouvait accueillir confortablement 20 personnes. Un côté entier était composé de fenêtres allant du sol au plafond, offrant une vue spectaculaire de la ville. Des œuvres d'art d'artistes français contemporains décoraient les autres murs, créant un environnement qui mélangeait sophistication et identité nationale. Marcel avait toujours tenu à ce que ses bureaux reflètent ses racines françaises, même lorsqu'il s'étendait à l'international. À 10 heures précises, la secrétaire annonça l'arrivée d'Antoine Olivier et de ses 2 assistants. L'homme d'affaires portugais entra dans la salle avec l'assurance de quelqu'un habitué à dominer n'importe quel environnement, mais ses yeux trahissaient une légère appréhension en remarquant la présence de Gabriel et d'Irène. « Bonjour à tous », salua-t-il, serrant fermement la main de Marcel. « Je vois que nous aurons une réunion complète. »« Asseyez-vous, je vous prie, Antoine, » répondit Marcel, indiquant une chaise. « Nous avons beaucoup à discuter. » Tous prirent place. Antoine et ses assistants d'un côté de la table, Marcel et son équipe de l'autre. Pendant un moment, le silence régna comme au début d'une partie d'échecs, chaque côté évaluant soigneusement son adversaire avant le premier mouvement. « Eh bien, je suis impatient de finaliser notre partenariat, » commença Antoine, ouvrant son dossier pour en sortir des documents. « J'ai apporté les contrats révisés avec les modifications demandées par votre avocat. Je crois qu'ils répondent maintenant à toutes vos préoccupations. » Avant de parler de contrats, interrompit Marcel poliment, j'aimerais discuter de certains points qui ont été portés à mon attention récemment. Des points qui, je crois, pourraient avoir un impact significatif sur notre partenariat. Antoine s'ajusta sur sa chaise, une ombre d'inquiétude traversant son visage. Quels points seraient-ce? Pour commencer, la véritable situation financière d'Olivier Onfils, ou devrais-je dire, la faillite imminente à laquelle vous faites face? Le visage d'Antoine pâlit, mais il garda son sang-froid. Toutes les entreprises font face à des défis, Marcel. Nous traversons une restructuration, c'est vrai, mais... Épargnez-nous, Antoine, interrompit Irène, faisant glisser un dossier à travers la table. Nous avons les rapports financiers réels de votre entreprise, pas ceux qui ont été présentés officiellement, mais ceux qui montrent la situation véritable. Dette de 780 millions d'euros, 3 projets principaux paralysés, crédits bloqués dans 6 banques européennes. Antoine lança un regard furieux à Gabriel. « C'était vous. Je vous ai fait confiance. » « En fait, » répondit Gabriel calmement, « vous avez essayé de m'utiliser comme pion dans votre jeu. J'ai simplement choisi un camp différent. Nous ne sommes pas ici pour des accusations, Antoine, » intervint Marcel, maintenant un ton conciliant. « Nous sommes ici pour trouver une solution qui bénéficie à tous. » « Et quelle serait cette solution ?» demanda le Portugais, la méfiance évidente dans sa voix. « Exposer mon entreprise au ridicule, ruiner l'héritage de 3 générations de ma famille. » « Au contraire, » répondit Marcel, « je propose une fusion authentique, pas la farce que vous et Paul Ferrier avez orchestrée avec Victor Saint-Martin. » Antoine faillit s'étouffer en entendant le nom de Saint-Martin, confirmant involontairement les soupçons. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Nous savons tout, Antoine, » dit Gustave, parlant pour la première fois. « Le plan d'utiliser les entreprises Thibault comme pont pour vendre Olivier Onfils au groupe Saint-Martin. Les clauses cachées dans le contrat.
La manipulation des rapports financiers. Paul nous a tout dit. C'était un mensonge, bien sûr. Paul Ferrier n'avait rien avoué. Mais la stratégie fonctionna parfaitement. Antoine regarda ses assistants avec panique, imaginant qui d'autre pourrait l'avoir trahi. C'est absurde. Paul Ferrier fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude financière, informa Irène, une autre petite manipulation de la vérité. Il a beaucoup à gagner en coopérant avec les autorités. Antoine s'effondra dans son fauteuil, paraissant soudainement beaucoup plus vieux et fatigué. Que voulez-vous? Marcel échangea des regards avec son équipe avant de répondre. Nous voulons un partenariat honnête, Antoine. Une fusion qui sauve réellement votre entreprise et renforce la mienne. Sans Saint-Martin, sans Paul, sans tricherie. Antoine rit amèrement. Et comment cela fonctionnerait-il? Mon entreprise est au bord de l'effondrement, comme vous le savez bien. J'ai besoin de bien plus qu'un partenariat honnête pour survivre. C'est là qu'intervient notre proposition, dit Marcel, faisant signe à Gabriel, qui fit glisser un autre ensemble de documents à travers la table. Les entreprises Thibault assumeront 60% des dettes d'Olivier en fils en échange de 55% de participation dans l'entreprise. Nous maintiendrons la marque, l'administration au Portugal restera majoritairement avec votre équipe et vous continuerez comme président du conseil, bien qu'avec des pouvoirs limités. Antoine étudia les documents, l'incrédulité cédant la place à un espoir prudent. Accès sans restriction à tous les documents, décision conjointe sur les investissements au-dessus d'un certain montant, audit semestriel par une entreprise indépendante. Et qu'arrive-t-il si je refuse? Alors, dit Irène, sa voix professionnelle et directe, nous présenterons aux autorités françaises et portugaises toutes les preuves que nous avons sur la conspiration impliquant vous, Paul Ferrier et Victor Saint-Martin. Cela semble trop généreux. Quelle est l'entourloupe? Une transparence totale à partir de maintenant, répondit Marcel. Fraude d'entreprise, manipulation de marché, falsification de documents financiers. Des crimes suffisants pour garantir que vous passiez les prochaines années préoccupés par des choses bien différentes des fusions d'entreprises. Le silence tomba sur la salle, tandis qu'Antoine pesait ses options. À l'extérieur, Paris continuait son rythme frénétique, indifférent au drame qui se déroulait dans ce bureau. Finalement, le Portugais leva les yeux des documents. « Je dois consulter mes avocats, mon équipe financière. » « Naturellement, acquiesça Marcel. Mais j'ai besoin d'une réponse d'ici la fin de la journée. Le marché spécule déjà sur le report de la fusion. Nous ne pouvons pas prolonger cette incertitude. » Antoine acquiesça, se levant lentement. « Vous avez gagné cette manche, Marcel. Mais ne vous y trompez pas. Accepter votre proposition ne signifie pas que j'en suis heureux. Je n'attends pas que vous soyez heureux, Antoine, seulement que vous soyez sensé. » Après le départ des Portugais, la salle de conférence resta silencieuse pendant quelques instants, chacun absorbant ce qui venait de se passer. « Il va accepter, » dit finalement Gabriel. « Il n'a pas le choix. »« Je suis d'accord, » ajouta Irène. « Le bluff sur Paul coopérant avec les autorités a été le coup final. Antoine est acculé. »« Et Saint-Martin » demanda Gustave. « Il ne va pas simplement accepter de perdre une affaire de cette taille. »« Saint-Martin est un problème pour plus tard, » répondit Marcel. Une bataille à la fois. La réunion se dispersa, chacun retournant à ses tâches respectives. Marcel resta dans la salle de conférence, regardant la ville à travers les fenêtres panoramiques. Il avait remporté une bataille cruciale, mais il savait que la guerre ne faisait que commencer. Reconstruire la confiance en Gustave, renégocier des contrats avec les fournisseurs et les clients, intégrer deux entreprises aux cultures si distinctes, affronter l'inévitable représailles de Victor Saint-Martin et Paul Ferrier. Les défis étaient immenses. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul dans ce voyage. 6 mois plus tard, le hall principal de la nouvellement formée Thibault-Olivier était décoré pour une célébration. Des employés des deux entreprises, maintenant unis sous une nouvelle bannière, fraternisaient avec des coupes de champagne, célébrant l'annonce des premiers résultats positifs après la fusion. La transition n'avait pas été facile, avec des résistances des deux côtés, des ajustements douloureux et la nécessité de construire des ponts entre des cultures d'entreprises et nationales différentes. Mais contre toutes attentes, il ne faisait pas que survivre, il commençait à prospérer. Marcel observait la scène avec un mélange de fierté et de soulagement. À ses côtés, Gabrielle souriait, élégante dans une robe rouge qui contrastait magnifiquement avec ses cheveux noirs. « Je crois que nous avons réussi, » dit-elle, levant sa coupe dans un toast silencieux. « Nous avons réussi,
acquiesça Marcel, retournant le geste. Bien que je sois encore surpris par la facilité avec laquelle Antoine s'est adapté au nouvel arrangement. C'est un survivant né. Il a réalisé qu'il pouvait reconstruire son héritage, même avec moins de pouvoir. Et le fait que nous ayons sauvé son entreprise de la faillite a aidé à apaiser son orgueil blessé. De l'autre côté de la salle, Gustave conversait avec animation avec quelques cadres portugais. Ces derniers mois, il s'était consacré non seulement à sa récupération personnelle, fréquentant religieusement les réunions des joueurs anonymes, mais aussi à reconstruire sa réputation professionnelle. Commençant par des projets plus petits, il regagnait progressivement la confiance de l'équipe et, plus important, de Marcel. « Comment vont les choses entre vous deux ?» demanda Gabriel, suivant le regard de Marcel. « Meilleur chaque jour. Il y a encore des moments de méfiance, bien sûr. Les blessures profondes ne cicatrisent pas du jour au lendemain, mais nous trouvons un nouvel équilibre. »« Et nous ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce. « Trouvons-nous aussi un nouvel équilibre ?» Marcel se tourna pour la regarder, étudiant le visage qu'il avait appris à aimer à nouveau ces derniers mois. Après la crise, Gabrielle avait décidé de rester en France, acceptant un poste permanent de consultante juridique internationale de l'entreprise, ZES. La proximité quotidienne, le travail conjoint sur la restructuration de la fusion et surtout l'honnêteté brutale avec laquelle ils avaient affronté les erreurs du passé avaient conduit à un rapprochement progressif, prudent, mais profondément sincère. « Nous construisons quelque chose de nouveau, » répondit-il, prenant sa main. « Quelque chose de plus fort parce que nous connaissons nos faiblesses. Quelque chose de plus vrai parce que nous avons appris le prix du mensonge. » Gabriel sourit, serrant légèrement sa main. Des paroles sages pour un homme d'affaires. « J'ai de bons conseillers, » plaisanta-t-il, se penchant pour l'embrasser doucement. Le moment fut interrompu par l'arrivée d'Irène, qui s'approcha avec son habituelle efficacité. « Désolé de l'intrusion, » dit-elle, « mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Paul Ferrier vient d'accepter un accord avec le procureur. Il va témoigner contre Victor Saint-Martin en échange d'une réduction de peine. »« Excellente nouvelle, » répondit Marcel. « Cela devrait tenir Saint-Martin occupé pendant un bon moment, loin de nos affaires. » « Pas seulement cela, » continua Irène. « Les preuves que Paul fournit mènent à une enquête plus large sur les pratiques prédatrices dans le marché immobilier français. Votre nom est mentionné positivement dans les coulisses, Marcel, comme quelqu'un qui a résisté à la corruption du secteur. Ironie du sort, commenta Gabriel. L'homme qui a failli tout perdre à cause d'une conspiration, maintenant vu comme un parangon de l'éthique des affaires. En parlant d'ironie, dit Irène avec un rare sourire, j'ai reçu une invitation intéressante aujourd'hui. La Banque de France forme une équipe spéciale pour enquêter sur les fraudes d'entreprise et m'a invité à diriger l'équipe. Apparemment, mon travail sur cette affaire a attiré l'attention de personnes importantes. « C'est merveilleux, Irène !» s'exclama Marcel. « Bien que cela signifie que nous perdrons votre perspicacité dans notre équipe de sécurité. »« Oh, nous resterons en contact, j'en suis sûr, » répondit-elle avec une lueur espiègle dans les yeux. « On ne sait jamais quand vous aurez besoin d'une femme de ménage très observatrice. » Les trois rirent, se rappelant comment tout avait commencé. Au milieu de la célébration, avec l'entreprise florissante et de nouveaux chemins s'ouvrant, Marcel ressentit une profonde gratitude. L'avertissement de la femme de ménage, qui n'était pas femme de ménage, avait déclenché une série d'événements qui, malgré la douleur et les difficultés, avaient mené à un endroit meilleur qu'il n'aurait pu imaginer. La trahison de son meilleur ami, au lieu de détruire leur amitié, avait créé de l'espace pour une relation plus honnête et mature. Le retour de son ex-maîtresse, loin de rouvrir d'anciennes blessures, avait offert une seconde chance pour un amour plus profond et conscient. La crise qui avait menacé son entreprise était devenue le catalyseur d'une expansion plus solide et éthique. Alors que la nuit avançait et que la célébration continuait, Marcel observait l'entrelacement des vies et des destins qui composaient cette histoire improbable. Une femme de ménage qui n'était pas femme de ménage, un ami qui avait trahi par désespoir, une ex-maîtresse qui était revenue pour sauver, un rival étranger devenu partenaire. Chaque pièce du puzzle trouvant sa place, formant une image différente de celle qu'il avait imaginée, mais pas moins belle pour autant. En fin de compte, dit-il, levant à nouveau sa coupe, la vérité libère vraiment. À la vérité, porta un toast Gabriel. À la vérité, fit écho Irène. Et de l'autre côté de la salle, comme s'il sentait le moment, Gustave regarda dans leur direction,
levant également son verre d'eau minérale dans un toast silencieux qui traversa l'espace et le temps, connectant passé et présent, erreur et rédemption, chute et recommencement, à la vérité qui blesse et guérit, à la loyauté qui se perd et se reconquiert, à la confiance qui se brise et se reconstruit plus forte dans les fissures réparées, et surtout aux secondes chances qui surgissent dans les moments les plus inattendus, parfois par l'avertissement d'une simple femme de ménage lors d'un jour ordinaire qui, soudainement, a tout changé.